La M109 n'est pas née d'une ambition, mais d'un constat glaçant. Sur les cartes d'état-major et dans les rapports d'après-guerre, une vérité s'impose sans appel. L'artillerie lourde meurt avant d'avoir terminé sa mission. Elle est repérée, calculée, puis écrasée. Non pas par manque de puissance, mais parce qu'elle reste trop longtemps au même endroit. Dans les années 50, les armées modernes comprennent que la survie ne dépend plus de l'épaisseur du blindage, mais du temps passé immobile après le tir. Les analystes américains dissèquent des milliers de comptes rendus de combat. Les chiffres sont clairs. Chaque minute supplémentaire sur une position de tir augmente brutalement la probabilité d'être touché par un feu de contre-batterie. Les systèmes existants sont trop lents à se replier, trop rigides dans leur emploi, trop vulnérables dès qu'ils sont localisés. L'artillerie n'est plus détruite parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle est prévisible. La M44 illustre parfaitement ce piège. Elle frappe fort, mais arrive tard. Elle protège son équipage, mais au prix d'une masse excessive. Elle ne suit pas le rythme des unités mécanisées et se transforme en cible dès que le combat devient mobile. L'armée des États-Unis comprend alors qu'améliorer ce modèle ne résoudra rien. Il faut rompre avec la logique précédente. Entre le milieu des années 50 et le début des années 60, un programme sous pression extrême est lancé. Pas de prototype unique, pas de trajectoire linéaire. Plusieurs industriels majeurs travaillent en parallèle, souvent sans connaître les solutions exactes de leurs concurrents. FMC, General Motors, Chrysler, Caterpillar et d'autres proposent des concepts fondés sur des priorités opposées. Certains veulent protéger davantage, d'autres alléger au maximum, d'autres encore simplifier la maintenance au détriment du confort. Le calibre n'est pas débattu. Le 155 mm a déjà prouvé son efficacité. Le cœur du problème est ailleurs. Comment tirer lourd tout en restant insaisissable? Comment frapper sans s'enraciner? Comment survivre dans un environnement où chaque détonation attire l'ennemi? La réponse retenue n'est pas spectaculaire, mais implacable. La future M109 ne cherchera pas à encaisser le choc. Elle cherchera à ne pas être là quand le choc arrive. Son blindage en aluminium n'est pas un aveu de faiblesse, mais un calcul froid. Les pertes statistiques montrent que la majorité des destructions proviennent d'éclats et de tirs indirects. Contre ces menaces, une protection plus légère suffit, à condition de gagner en vitesse et en mobilité. Le poids réduit permet une accélération plus rapide, des changements de position plus fréquents, des trajectoires moins prévisibles. La M109 devient un système qui refuse la fixité. Elle ne tient pas une position, elle la traverse. Elle ne défend pas un point, elle achète du temps. L'intégration d'une haubitze lourde dans une tourelle entièrement rotative marque une rupture décisive. Plus besoin de repositionner tout le véhicule pour changer l'axe de tir. La rotation permet de frapper puis de décrocher sans manœuvre complexe. Chaque seconde gagnée après le tir est une seconde arrachée à la mort. Le moteur diesel assure une mobilité suffisante pour suivre les formations blindées sans dépendre d'escortes constantes. L'intérieur est organisé pour fonctionner sous stress prolongé. Les systèmes hydrauliques disposent de solutions de secours mécaniques. Rien n'est optimisé pour le confort. Tout est pensé pour continuer à tirer quand les conditions deviennent hostiles. Même la cadence de tir est volontairement bridée. Un tir régulier, maîtrisé, avec la possibilité d'accélération courte et dangereuse pour le matériel. La M109 n'est pas conçue pour arroser sans fin, mais pour frapper juste assez longtemps avant de disparaître. Le feu n'est plus un acte prolongé, mais une impulsion calculée. Sur le plan industriel, le programme reflète la même urgence. La production est fragmentée, distribuée entre entreprises privées et arsenaux militaires. FMC coordonne, le Letterkenny Army Depot assemble, et le colonel Paul Simpson tente de maintenir l'équilibre entre exigences tactiques et réalités industrielles. Les délais glissent, mais personne ne remet en cause l'objectif. Les chiffres ont déjà tranché. Sans ce système, l'artillerie lourde restera condamnée. Lorsque les premiers véhicules de série sortent, personne ne parle de miracle technologique. Mais une certitude s'impose.
La M109 correspond exactement à ce que le champ de bataille moderne exige. Elle n'est pas conçue pour gagner seule une guerre, mais pour survivre assez longtemps pour en influencer le cours. Avant même son premier combat réel, une évidence apparaît. Ce système n'a pas été pensé pour un conflit précis. Il a été pensé pour un type de guerre. Une guerre où la vitesse décide, où l'immobilité tue, et où la capacité à disparaître compte autant que la puissance du coup porté. Très bientôt, cette logique allait être confrontée à un terrain qui ne pardonne aucune erreur. Le premier véritable choc ne vient pas d'une grande offensive, ni d'un plan soigneusement préparé. Il vient d'un environnement qui refuse toute logique. Lorsque la M109 arrive en Asie du Sud-Est, elle ne rencontre ni ligne continue, ni position clairement définie. Le champ de bataille est fragmenté, mouvant, saturé de végétation, de chaleur et d'humidité. Ici, l'artillerie ne soutient pas une avancée claire, elle maintient artificiellement un équilibre fragile entre des unités isolées et un ennemi insaisissable. Les premières batteries sont déployées sur des bases de feu improvisées, souvent créées en quelques heures à peine. Des clairières sont ouvertes, le sol est tassé à la hâte, les coordonnées sont établies sous pression. La M109 tire parfois avant même que l'ensemble du dispositif défensif ne soit terminé. Chaque mission se déroule avec la certitude que la position est déjà compromise. Le tir n'est plus seulement une action offensive, il devient un compte à rebours. Très vite, une réalité brutale s'impose. Chaque coup tiré attire l'attention. Les forces adverses utilisent l'observation, l'écoute et des réseaux de renseignements rudimentaires mais efficaces pour localiser les batteries. Les mortiers arrivent rapidement, souvent de manière imprécise mais suffisante pour saturer une zone. Rester sur place trop longtemps n'est plus une option. Les équipages apprennent à charger, tirer, replier et déplacer la pièce dans un rythme quasi mécanique, parfois plusieurs fois par jour. C'est dans ce chaos que la logique de la M109 commence à porter ses fruits. Contrairement aux pièces tractées ou aux anciens systèmes automoteurs, elle peut quitter une position en quelques minutes. Cette capacité ne garantit pas l'invulnérabilité, mais elle réduit drastiquement le temps d'exposition. Là où d'autres systèmes sont détruits après quelques missions, certaines M109 enchaînent des semaines d'engagement continu. Cependant, le terrain révèle aussi des failles. L'aluminium protège contre les éclats, mais n'offre aucune illusion face à des impacts proches de gros calibre. Plusieurs véhicules sont endommagés, parfois irrémédiablement, par des tirs de mortier précis ou des explosions de mines. Les pertes existent, elles sont visibles, et elles rappellent aux équipages que la mobilité n'efface pas le danger, elle le repousse seulement. La guerre impose également une contrainte permanente sur la mécanique. La boue s'infiltre partout, les systèmes hydrauliques sont mis à rude épreuve, la chaleur accélère l'usure des composants. Pourtant, un avantage inattendu apparaît. La M109 est relativement simple à réparer. Les équipes de maintenance peuvent intervenir sur place, remplacer des éléments endommagés, remettre un véhicule en état de tirer sans attendre un retour à l'arrière. Cette capacité à revenir rapidement en ligne devient un facteur décisif. Au fil des mois, l'usage de la M109 se transforme. Elle n'est plus seulement un outil de soutien ponctuel. Elle devient un élément central du contrôle du terrain. Les tirs ne servent pas uniquement à détruire, mais à interdire, à dissuader, à maintenir une pression constante sur des zones entières. Des missions de harcèlement nocturne sont mises en place. Des tirs d'illumination éclairent la jungle, révélant brièvement des mouvements avant de replonger le terrain dans l'obscurité. La variété des munitions disponibles renforce cette flexibilité. Obus explosifs, fumigènes, éclairants, chaque type répond à une situation différente. Dans un conflit où les cibles sont rarement visibles et rarement fixes, cette adaptabilité devient essentielle. La M109 cesse d'être perçue comme une simple pièce d'artillerie lourde et commence à être considérée comme un système polyvalent, capable de répondre à des besoins changeants en temps réel. Les pertes continuent néanmoins de s'accumuler. Certaines batteries sont prises sous un feu concentré, d'autres subissent des attaques coordonnées contre leur position logistique. Chaque véhicule détruit laisse un vide immédiat dans le dispositif de feu. Pourtant, malgré ces pertes, la M109 n'est jamais retirée. Il n'existe aucun système capable de la remplacer efficacement dans ce contexte précis. Trop lente à déplacer, l'artillerie tractée est vulnérable. Trop rigide,
Les anciens automoteurs ne suivent pas le rythme imposé par le terrain. Peu à peu, la perception change au sein des forces engagées. La M109 n'est plus vue comme une solution transitoire, mais comme un élément indispensable. Les améliorations ne passent pas par une refonte complète, mais par des ajustements progressifs, directement issus de l'expérience du terrain. Les communications sont affinées, certains équipements internes sont modifiés, sans jamais remettre en cause le principe fondamental de mobilité rapide après le tir. Le conflit en Asie du Sud-Est ne valide pas toutes les hypothèses initiales, mais il en confirme une essentielle. Une artillerie qui peut se déplacer rapidement survit plus longtemps, même dans un environnement hostile et imprévisible. La M109 ne domine pas le champ de bataille, elle s'y adapte. Et cette capacité d'adaptation va profondément influencer son avenir. Lorsque l'engagement touche à sa fin, la M109 ne quitte pas la scène. Au contraire, elle attire l'attention d'armées étrangères qui observent attentivement ses performances. Les leçons tirées de ce conflit dépassent largement le cadre régional. Elles montrent qu'un même système peut rester pertinent malgré des conditions radicalement différentes, à condition de ne jamais rester figé. Très bientôt, la M109 allait quitter les jungles humides pour des paysages ouverts, lumineux et mortels, où la menace ne viendrait plus seulement de l'invisible, mais d'ennemis lourdement blindés et parfaitement identifiables. Le changement de décor est brutal. Après les terrains saturés et instables de l'Asie du Sud-Est, la M109 se retrouve projetée dans des espaces ouverts, secs, presque nus. Ici, rien ne dissimule longtemps une position. Les distances sont plus grandes, les lignes de vue plus longues, et l'ennemi n'est plus diffus, mais lourdement armé. Sur ce nouveau théâtre, l'artillerie n'est plus seulement menacée par des tirs indirects, mais par des chars capables de frapper directement. Au début des années 70, la M109 entre en service au sein des forces israéliennes. Le contexte est tendu, l'équilibre régional fragile, et chaque système disponible est intégré sans illusion. Lorsque la guerre éclate en octobre de l'année 1973, la Haubitze se retrouve engagée dans un conflit où la vitesse de décision est extrême. Les offensives blindées sont massives, rapides, et la pression sur l'artillerie est immédiate. Dès les premiers jours, plusieurs batteries sont prises pour cible. Les forces syriennes cherchent délibérément à neutraliser les moyens de soutien israéliens. Dans certains secteurs, des M109 sont détruites par des tirs directs de chars, une situation pour laquelle elles n'ont jamais été conçues. Pourtant, malgré ces pertes, le système reste engagé. Il ne recule pas vers l'arrière, il se déplace latéralement, change de zone, reprend le feu dès que possible. Dans cet environnement, la M109 ne cherche pas à dominer. Elle sert à maintenir la cohésion. Elle couvre des replis, soutient des contre-attaques improvisées, ralentit des percées blindées en saturant des zones de passage. Son rôle est discret, mais vital. Elle n'arrête pas une offensive à elle seule. Elle en perturbe le tempo, gagne des heures, parfois des minutes, mais ces minutes suffisent à réorganiser une défense. La violence du conflit entraîne une conséquence inattendue. Plusieurs M109 sont capturés. Certaines sont abandonnées après des frappes aériennes, d'autres laissées sur place lors de replis rapides. L'une d'elles est récupérée par des forces égyptiennes et exposée publiquement. Pour la première fois, la Haubitze cesse d'être uniquement un outil militaire et devient un symbole visible de la guerre moderne, reconnaissable, identifiable, presque emblématique. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Quelques années plus tard, elle réapparaît dans un conflit totalement différent, loin des grandes coalitions et des doctrines sophistiquées. Dans la région de l'Ogaden, entre l'Éthiopie et la Somalie, la guerre est plus brute, plus directe, moins structurée. Les moyens sont limités, la logistique fragile, et chaque pièce d'artillerie compte. L'Éthiopie dispose d'un nombre restreint de M109. Elles sont utilisées avec parcimonie, déployées là où l'artillerie classique ne peut pas être acheminée ou protégée. Lors des combats autour de Jijiga, plusieurs de ces Haubitze jouent un rôle central dans la défense de positions clés. Le feu est précis, concentré, destiné à briser l'élan adverse plutôt qu'à anéantir. Lorsque la situation bascule, certaines M109 tombent à nouveau entre des mains ennemies. Des équipages somaliens, parfois sans formation complète,
remettent en service ces systèmes capturés. Sans modification majeure, sans modernisation lourde, elles sont réutilisées presque immédiatement. Leur efficacité ne repose plus sur une doctrine avancée, mais sur leur robustesse et leur simplicité relative. Ce phénomène commence à inquiéter. La M109 n'est plus seulement un atout pour celui qui la possède officiellement. Elle devient une arme que l'on peut retourner, exploiter, intégrer rapidement dans des forces adverses. Chaque capture renforce l'ennemi presque instantanément. Cette capacité à changer de camp sans perdre sa dangerosité modifie profondément sa réputation. À la fin des années 70, la M109 a déjà combattu sous plusieurs drapeaux, dans des contextes radicalement opposés. Elle a affronté des chars, soutenu des infanteries isolées, été détruite, réparée, capturée et remise en service. Son image évolue. Elle n'est plus perçue comme un système national, mais comme une plateforme universelle de feu. Ce glissement annonce une nouvelle phase, bien plus destructrice encore. Une guerre longue, industrielle, où la M109 ne sera plus engagée par unités isolées, mais par centaines, jusqu'à l'épuisement. Une guerre où survivre ne dépendra plus seulement de la mobilité ou de l'adaptation, mais de la capacité à endurer des pertes massives sans disparaître. La nouvelle guerre ne ressemble à aucune des précédentes. Elle n'est ni rapide ni décisive. Elle s'étire, s'enlise et consume tout ce qu'elle touche. Lorsque le conflit entre l'Iran et l'Irak éclate au début des années 80, la M109 se retrouve plongée dans un affrontement où le mouvement cesse d'être un refuge. Les lignes ne reculent presque pas. Les positions sont martelées jour après jour et l'artillerie devient l'outil principal d'une stratégie d'épuisement systématique. Avant même les premières grandes offensives, l'Iran dispose d'un parc important de M109. Elles constituent l'ossature de son artillerie lourde et sont engagées sans interruption. Les batteries tirent pendant des heures, parfois pendant des journées entières, souvent sans cycle de maintenance suffisant. Les positions sont connues, observées, puis frappées à leur tour. Dans ce contexte, la mobilité ne garantit plus la survie. Elle ne fait que retarder l'inévitable. L'armée irakienne comprend rapidement la valeur de ces systèmes. Une M109 intacte n'est pas seulement une cible, c'est une opportunité. Dès les premiers mois, des rapports signalent l'utilisation par l'Irak de Haubitz capturés. Elles ne sont ni modifiées ni intégrées dans des structures complexes. Elles sont simplement remises en service et retournées contre leur ancien propriétaire. Le feu change de direction, pas de nature. Au fil des années, ce phénomène s'amplifie. Les grandes offensives voient disparaître non pas des pièces isolées, mais des sections entières. Lors d'opérations de rupture, plusieurs dizaines de M109 sont abandonnées, détruites ou saisies. Chaque capture crée un effet immédiat sur l'équilibre du feu. Une batterie perdue d'un côté renforce instantanément l'autre. La Haubitze devient un instrument de transfert de puissance au rythme des avancées et des replis. Dans cette guerre, la destruction ne se limite plus aux champs de bataille directs. Les dépôts, les zones de maintenance, les axes logistiques sont frappés avec la même intensité que les positions de tir. La M109 est chassée avant même d'entrer en action. Certaines sont neutralisées sans avoir tiré un seul coup, prises sous le feu lors de leur déplacement ou détruites pendant des regroupements forcés. Le conflit transforme la Haubitze en cible prioritaire permanente. À la fin de cette guerre interminable, le constat est brutal. Des centaines de M109 ont été perdus, de manière progressive, souvent sans images spectaculaires. Elles ont disparu dans la poussière, l'usure et la saturation du feu. Pourtant, malgré cette hécatombe, le système ne s'efface pas. Il reste suffisamment présent, suffisamment réparable, pour continuer à être employé. La M109 survit non par invincibilité, mais par abondance et fonctionnalité. Peu de temps après, un nouveau conflit révèle une autre facette de sa vulnérabilité. Lorsque l'Irak envahit le Koweït, les forces koweïtiennes disposent d'un nombre limité de M109. Leur doctrine repose sur la dissuasion, pas sur une défense prolongée. L'offensive est rapide, écrasante, et laisse peu de place à une réaction structurée. La majorité des Haubitz est capturée presque intacte.
Ces véhicules ne sont pas stockés ou détruits. Des spécialistes jordaniens assistent à leur remise en état. En quelques semaines, des M109 koweïtiennes sont intégrées aux forces irakiennes et prêtes à tirer. Une fois de plus, la Howitzée traverse la ligne de front sans transition. Son efficacité dépend moins de l'emblème peint sur sa tourelle que de la capacité à l'alimenter et à l'utiliser. Mais la guerre du Golfe apporte aussi une destruction d'un autre type, loin des combats directs. Sur la base de Khandoa, au Koweït, un incendie majeur éclate dans une zone de stockage. Les flammes atteignent des munitions, provoquent des explosions en chaîne et anéantissent une batterie entière de M109 américaines. Elles ne sont ni repérées ni attaquées par l'ennemi. Elles disparaissent en quelques heures, victimes d'une défaillance logistique et humaine. Cet événement marque les esprits. Il rappelle que même les systèmes les plus éprouvés restent vulnérables en dehors du combat. La M109 n'est pas seulement détruite par le feu adverse, mais par la complexité croissante des environnements militaires modernes. Sécurité, stockage, coordination deviennent aussi critiques que le blindage ou la portée. À ce stade, la Haubitze a atteint un statut unique. Elle a été utilisée, capturée, retournée, détruite par le combat et par l'accident. Elle a servi des armées riches et des forces sous-équipées. Elle a survécu à des pertes massives sans jamais disparaître complètement. Sa présence devient presque banale, comme si elle faisait partie du paysage permanent de la guerre moderne. Mais le monde militaire est en train de changer à nouveau. Les conflits à venir ne se joueront plus uniquement au sol. La menace ne viendra plus seulement de l'horizon, mais du ciel. Capteurs, frappes aériennes précises et surveillance permanente annoncent une rupture profonde. Et dans ce nouvel environnement, la M109 va devoir affronter un ennemi contre lequel ni la mobilité ni la robustesse ne suffiront plus. La dernière phase commence sans déclaration officielle et sans rupture nette. Elle s'impose lentement, presque silencieusement. Le champ de bataille du XXIe siècle n'accorde plus de répit. Les distances se raccourcissent, non pas physiquement, mais informationnellement. Chaque mouvement laisse une trace. Chaque émission thermique, chaque signal radio, chaque déplacement sur un axe connu devient une donnée exploitable. Dans ce nouvel environnement, la M109 n'affronte plus un adversaire visible, mais un système de détection permanent. Lorsque certaines variantes de la M109 réapparaissent dans des conflits modernes, elles ne sont plus déployées avec la liberté d'autrefois. Les positions sont choisies sous contraintes extrêmes. Les temps d'arrêt sont réduits à l'essentiel. Les équipages savent qu'une salve efficace peut aussi être la dernière. Le danger ne vient plus de l'horizon, mais du ciel, souvent sans avertissement. Dans les opérations aériennes menées contre la Libye, plusieurs M109 sont identifiés avant même d'avoir pu entrer pleinement en action. Les frappes ne cherchent pas à neutraliser l'artillerie par un duel, mais à l'éliminer comme une variable gênante. Certaines Haubitze sont détruites sur leur zone de regroupement, d'autres pendant des déplacements mal dissimulés. Le combat n'a plus rien de symétrique. Il n'y a pas de réponse possible, seulement l'impact. Cette évolution se confirme quelques années plus tard en Europe orientale. Là, la M109 se retrouve engagée dans un environnement saturé de capteurs. Drones de reconnaissance, surveillance constante, frappes guidées avec précision. La logique du tir puis du repli, autrefois suffisante, devient dangereusement insuffisante. Même une courte pause peut être fatale. Des images circulent. Elles montrent des M109 repérés, suivis, puis frappés avec une précision implacable. Parfois, quelques minutes seulement séparent le premier tir de la destruction. La mobilité, autrefois synonyme de survie, devient un facteur d'exposition supplémentaire. Les routes empruntées, les zones de tir probables, les schémas tactiques sont analysés en continu. Le champ de bataille observe, calcule et frappe. Pourtant, malgré cette vulnérabilité accrue, la M109 continue d'être utilisée. Non par nostalgie, mais par nécessité. Lorsqu'elle parvient à tirer, son effet reste dévastateur. Quelques obus suffisent à briser une position, à interrompre une progression, à forcer un adversaire à se disperser. La puissance n'a pas disparu. Elle est simplement devenue plus coûteuse à employer.
Chaque mission est désormais un pari. Tirer signifie révéler sa position. Se déplacer signifie laisser des traces. Se taire signifie perdre toute utilité. Les équipages opèrent sous une pression constante, conscients que la moindre erreur d'appréciation peut être immédiatement sanctionnée. La M109 n'est plus un système qui s'inscrit dans la durée d'un combat, mais un outil ponctuel, utilisé avec une prudence extrême. Peu à peu, son rôle change. Elle est retirée des zones les plus exposées, remplacée ou complétée par des systèmes plus automatisés, plus rapides à déployer, mieux intégrés au réseau numérique. Là où la M109 nécessitait des équipes nombreuses et des procédures visibles, les nouveaux moyens promettent une discrétion accrue et une réactivité presque instantanée. Il n'y a pas de retrait solennel, pas de fin officielle. La M109 disparaît progressivement des premières lignes. Elle reste présente, mais en arrière-plan, utilisée là où les risques sont jugés acceptables, là où aucune alternative immédiate n'existe. Son emploi devient exceptionnel plutôt que systématique. Ainsi se termine son parcours. Non par une défaite spectaculaire, mais par une lente mise à l'écart. Le monde pour lequel elle avait été conçue n'existe plus. Les règles ont changé, la vitesse de détection dépasse désormais la vitesse de déplacement. Ce qui avait permis à la M109 de survivre pendant des décennies devient insuffisant face à un champ de bataille transparent. Elle aura traversé des guerres de mouvement, des conflits d'usure, des combats asymétriques et des affrontements hyper-technologiques. Toujours utilisée jusqu'à la limite, souvent perdue, parfois récupérée, jamais réellement protégée par autre chose que sa capacité à agir avant d'être vue. Lorsque cette capacité cesse d'exister, son époque s'achève. Si cette histoire vous a tenu en haleine, laissez un like, partagez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses de machines de guerre et de leur destin sur le champ de bataille moderne.